J'ai essayé de la raisonner au début parce que c'est ma tante et que je l'aime et que j'ai pas envie qu'elle croie des choses qui sont pas vraies et que euh, c'est pas qu'elle ait une mauvaise opinion de moi, mais qu'elle croit que je fais partie d'un groupe qui veut du mal aux enfants parce que enfin c'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants quoi. Ouvrez les yeux juste. Ouvrez un peu les yeux en fait. Des gogoles, peut-être des gogoles. Complotiste. Hein? Théorie du complot. Brûlé sur le bûcher. Mais réveillez-vous! Tout est calculé! Pour qu'il y ait des complotistes, comme disait ma grand-mère, il faut qu'il y ait des comploteurs. Tout est faux et planifié à l'avance. Excuse-moi, mais il faut être borne de l'œil dominant pour pas le voir. Et alors là, il me disait que j'étais vraiment un mouton, que j'avais plus de cerveau et que je faisais partie d'une expérience de manipulation de masse. On a touché le fond. Hein. À un moment, je voulais plus la voir. J'avais plus de mère. C'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants quoi. Mon Dieu, mais jusqu'où ça va aller? Bonjour à toutes et à tous, je suis Perrine Bontemps et vous écoutez Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch qui donne la parole à celles et ceux qui subissent le complotisme au quotidien. Dans ce 3e épisode, vous allez entendre Manon, elle a 30 ans. Après le décès de sa mère il y a 10 ans, elle se rapproche de sa tante maternelle. En 2018, cette dernière s'engage sur les ronds-points, aux côtés des Gilets jaunes, et commence alors à tenir des propos complotistes, ce qui ne plaît pas à Manon. Mais la jeune femme va, sur ses conseils, adhérer à l'UPR, un parti politique créé par François Asselineau. Aujourd'hui, elle revient sur ces événements et leurs conséquences. Alors, situation familiale, j'ai perdu ma mère il y a quelques années, presque 10 ans maintenant. Et j'ai une famille assez disloquée, on va dire. Donc j'ai mon père, globalement, et ma sœur actuellement. Alors, ma tante, je ne l'ai pas connue pendant des années, parce qu'elle vivait pas en France métropolitaine, alors que moi, oui. Donc pendant des années, je ne l'ai pas vue, je la connaissais que par téléphone. Elle est venue en France métropolitaine au début des années 2010. Donc j'ai commencé à avoir une relation avec elle, déjà une fois presque adulte. Mais au final, on a réussi par s'entendre assez bien. J'allais régulièrement chez elle quand elle est venue s'installer près de chez nous. Et puis, ma mère était très contente de revoir sa sœur, qu'elle n'avait pas vue pendant presque 30 ans. Voilà. Donc, c'était une relation un peu particulière, mais qui est devenue, au fil des années, quand même assez... Pas fusionnelle, mais on était devenus très proches. On avait réussi à devenir très proches, presque jusqu'au décès de ma mère, en fait. Le décès de ma mère a vraiment détruit une partie de la famille. C'était un peu notre pilier, et du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées quand elle est partie. Ne serait-ce que ma relation avec mon père à l'époque. Donc ma tante m'a hébergée pendant quelques temps parce que je pouvais plus vivre avec mon père. Donc c'est là que notre relation a un petit peu commencé à changer. Et puis c'était quelques années seulement avant le début des Gilets jaunes, donc... Ça va dire putain, on va croiser des gilets jaunes partout là, sur les tableaux de bord, c'est un signe. Ça va vraiment peut-être bouger, c'est pas que des paroles en l'air. Ici à Albert, comme partout en France, les Gilets jaunes sont à l'origine d'une crise sociale et politique inédite. En 3 semaines, ils ont secoué la France et tétanisé le pouvoir. Une onde de choc aux conséquences imprévisibles. Tous ensemble, ouais. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni la entendre. Avant le début du mouvement social, en novembre 2018, la tante de Manon connaît des difficultés d'ordre professionnel. Déjà dans une dynamique de protestation, elle rejoint alors rapidement les contestataires. Elle a rejoint au début le mouvement des Gilets jaunes. Et alors, je crois que le premier mois, elle y allait que 2 fois, mais à partir du premier mois, enfin du 4e samedi, elle y était tous les samedis. Il se trouve qu'elle travaillait le samedi matin, mais elle avait le gilet dans la voiture en allant au boulot,
Et quand elle sortait du boulot, elle allait directement sur les ronds-points. Elle rentrait même pas manger chez elle ou prendre une douche, quoi que ce soit. Elle y allait directement. Et elle restait jusqu'à parfois tard le soir. Voilà. C'était vraiment, elle était en un mois, elle s'est impliquée à fond dedans. Et c'est là que j'ai commencé à avoir les premières remarques parce que j'étais d'accord avec certaines choses que les Gilets jaunes dénonçaient, mais pas avec tout. Et puis, je suis quelqu'un qui peut pas aller manifester ou quoi que ce soit. Enfin, je l'ai déjà fait, mais c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Ça me demande beaucoup d'énergie. Et je suis pas très à l'aise dans la foule. Donc, j'allais jamais aux manifestations Gilets jaunes. Et puis, très rapidement, en plus, je les ai trouvées, des remarques un peu bizarres qu'elle faisait. Donc, je me suis pas du tout impliquée dans ce mouvement. Et elle me l'a reproché. Parce que pour elle, si j'allais pas le samedi sur les ronds-points ou manifester, c'est que j'étais d'accord avec le gouvernement. Ce qui n'était pas le cas, mais pour elle, c'est si tu n'es pas avec les gilets jaunes, tu es contre les gilets jaunes. Voilà, c'était une sorte de dualité, c'était forcément pour ou contre, pas de nuance possible. Alors très rapidement, il y a eu des propos contre Emmanuel Macron qui étaient très durs. Même moi qui suis pas une fan absolue de la politique d'Emmanuel Macron, je vais pas le cacher, je suis pas d'accord avec toutes les décisions qu'il a prises, mais quand même de dire qu'il voulait absolument détruire la France et les Français, que c'était son but d'anéantir notre pays, notre peuple, pour pouvoir le revendre en petits morceaux à ses potes ultralibéraux. Et ça a été les premiers trucs qui sont sortis. Oui, Macron, c'était devenu le diable. Les autres propos sont arrivés au fur et à mesure. En fait, plus les samedis passaient, plus il y avait des propos qui allaient loin. Il y a eu beaucoup de réflexions sur Big Pharma, qui nous rend volontairement malades, déjà pour nous soumettre, parce que les médicaments sont lourds, tout ça, puis ils s'en mettent plein les poches. Et puis après, c'est parti sur... Il y a de plus en plus de maladies, mais c'est normal avec la pollution chimique. Dans l'imaginaire complotiste, Big Pharma, c'est l'alliance supposée des laboratoires, des hôpitaux et du corps médical. Ensemble, ils créeraient des virus, comme le VIH ou le Covid, mais aussi des maladies mortelles, par exemple le cancer, ou même des troubles, dont l'autisme. Leur but ? S'enrichir par la vente des traitements et des vaccins supposés les soigner, ou parfois même exterminer une partie de la population. En plus, en parallèle, comme j'ai eu des soucis de santé, alors j'ai passé plusieurs mois en hôpital psychiatrique, parce que le trouble psy qui m'a été diagnostiqué, sans entrer dans les détails, mais provoque des épisodes de dépression. Donc j'avais fait une très grosse dépression, ça a été très compliqué pour les médecins de vraiment trouver le bon trouble, mais au final, un diagnostic a pu être posé, et là, en fait, elle l'a complètement nié. Mais après, elle a relié ça à Big Pharma, aux produits chimiques, et puis ça revenait en boucle, et puis il n'y avait plus de questions de juste je te connais et moi je dis que c'est pas ça. Ah oui, effectivement tu es malade, mais c'est à cause des produits chimiques, mais c'est à cause de ça, ça peut pas être mes traumas d'enfance, la perte de ma mère, voilà. Elle a complètement nié le fait que même une maladie psychiatrique, c'est une maladie. Des fois, on ne sait pas d'où ça vient, mais voilà. Le trouble dont souffre Manon fait partie des troubles de la personnalité. L'une de ses caractéristiques principales, c'est une grande difficulté à réguler et donc gérer ses émotions. La réaction de sa tante, face à ce diagnostic, n'a pas été simple pour elle. L'effet que ça a, c'est que c'est très compliqué à entendre. Parce que c'était dans la période où je venais d'avoir le diagnostic. Donc j'étais déjà en train de me dire « Ah mais ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma vie, il y a des années, j'ai enfin une explication, je sais pourquoi c'est passé. » Et en même temps, on niait cette chose. Donc j'étais en train de me faire à ce diagnostic, de me dire que j'allais vivre toute ma vie avec cette maladie, parce qu'elle ne se soigne pas. On apprend à vivre avec les symptômes. Donc c'est très... déstabilisant.
c'est comme si on disait à quelqu'un qu'il a un cancer que en fait les cancers ça n'existe pas. C'est très très violent. On s'en rend pas compte de à quel point ça détruit réellement. Donc, oui, pendant les Gilets jaunes, autre chose qui a été très particulier, c'est tous les propos anti-LGBT qui n'avaient jamais eu lieu avant. Mais après, avec les Gilets jaunes, au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus de propos comme quoi c'est pas normal, il y en a de plus en plus. Et puis, alors le pire, c'est les personnes trans. Une personne transgenre, c'est une personne qui fait l'expérience d'une discordance entre son sexe biologique et son identité de genre. Ça inclut un large éventail de cas de figure, certaines personnes ne s'identifiant pas exclusivement homme ou femme. La tante de Manon est très critique sur le sujet. Alors, les personnes trans, leur but est de déstabiliser la société en lavant le cerveau des enfants, pour que les enfants croient qu'ils sont trans. Parce que c'est bien connu que de laisser un enfant s'habiller comme il veut, ça va le rendre homosexuel ou ça va le rendre trans, parce que c'est bien connu qu'on devient trans, on devient homosexuel, on l'attrape. Voilà, c'est... Et en réalité, qui derrière, a intérêt à tout ça et qui tire les ficelles? Et là, on a toujours pareil. On a le grand capital qui est resté ce qu'il est toujours, d'une cruauté, d'une méchanceté, d'une froideur totale. Et on a donc aussi le fait que ces transitions, quand on calcule que ça coûte du début à la fin, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc on a derrière Big Pharma, marché de l'hormone, marché de la transition. Les théories complotistes à propos des personnes trans, et plus globalement à l'encontre des personnes LGBT, prennent de plus en plus d'ampleur ces dernières années, jusqu'à être reprises par certains politiques, comme par exemple Éric Zemmour. Qu'est-ce qu'on va faire après ? On va bloquer par des piqûres, on va bloquer la puberté de ces enfants, parce que pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. Alors moi, ça me faisait doucement rire parce que je sais que c'est pas vrai. En plus, j'avais fait mon coming out peu de temps avant. J'avais beau essayer de lui expliquer que non, c'est pas vrai pour elle. Les LGBT, on veut déstabiliser la société. Et puis que c'est pour ça qu'il y a des lois qui protègent les LGBT, parce que ça arrange bien les puissants. Voilà, tout revient à ça arrange les puissants, tout ce qui se passe arrange les puissants. Mais voilà, donc c'était ces propos-là qui reviennent, et maintenant il n'y a plus que ça. Hein. Maintenant, si on pouvait interdire de nouveau le mariage aux homosexuels, ce serait bien. Autant sur le reste, je la connaissais pas assez dans ses convictions politiques à l'époque pour savoir s'il y avait un virage ou pas, autant pour tout ce qui était... LGBT, oui, là, il y a eu un virage à 180 degrés assez violent. J'ai essayé de la raisonner au début, parce que c'est ma tante, et que je l'aime, et que j'ai pas envie qu'elle croie des choses qui sont pas vraies, et que... c'est pas qu'elle ait une mauvaise opinion de moi, mais qu'elle croit que je fais partie d'un groupe qui veut du mal aux enfants, parce que c'est horrible de s'entendre dire qu'on veut du mal aux enfants, quoi. Alors que justement, on se bat pour que les enfants aient plus de droits, en fait, de droits d'être eux-mêmes. Donc au début, j'ai essayé de la raisonner, et en fait, j'ai laissé tomber. À la fin du mouvement des Gilets jaunes, il y a eu le Covid, qui, selon elle, arrive pile au bon moment. Je crois qu'elle s'est pas du tout rendue compte que le mouvement des Gilets jaunes était déjà en train de s'effondrer. Enfin, on voyait bien qu'il y avait de moins en moins de monde le samedi. Mais pour elle, non, ils étaient toujours autant sur le rond-point où elle était. Du coup, le mouvement pouvait pas s'effondrer. Mais et puis, comme par hasard, crise Covid. Et là, ça tombe bien. Et, déjà, dès le début, quand il y a eu la crise Covid et qu'elle m'a dit que ça tombait au bon moment, j'étais « Ah, d'accord, on est à ce niveau-là. » Bon. Alors, je savais pas que la Chine avait libéré un virus exprès pour mettre fin au mouvement des Gilets jaunes. Bon. J'attends toujours les preuves de ça, mais non, là, le Covid, c'était... Alors, ça va parce qu'il y a eu le confinement,
et que entre-temps j'avais déménagé. On se voyait plus aussi souvent. Et il y a eu le confinement, donc j'avais des excuses pour plus la voir. Donc ça a un peu mis de la distance entre nous. Mais oui, quand il y a eu Hold Up, elle me l'a envoyé plusieurs fois sur Messenger. Ah, il faut que tu le regardes. Alors, il y a eu Hold Up, et puis au fur et à mesure, avec tout ce qu'elle avait dit sur Big Pharma, c'était plus juste les médicaments. Parce que encore, quand au mouvement des Gilets jaunes, c'était surtout les médicaments, c'était Big Pharma qui posait problème, pas la médecine. Mais après, quand il y a eu Hold Up, c'était la médecine qui posait problème. Enfin, la médecine avec des preuves scientifiques, hein, bien sûr. Hold Up, c'est le titre d'un film conspirationniste français, diffusé sur Internet à partir du 9 novembre 2020. Une vidéo de 2h43, réalisée par Pierre Barnérias, qui repose sur la dénonciation d'un grand complot mondial autour de la pandémie de Covid-19. D'après ce film, le coronavirus serait une arme biologique destinée à mettre en place un nouvel ordre mondial afin de se débarrasser des êtres humains jugés obsolètes. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience. Et il y a peut-être 2 ans, 3 ans, il y a sa fille qui a eu des soucis de santé, que j'ai eu aussi. Alors c'est des problèmes qui en soi sont pas graves, on peut très bien vivre avec, mais une fois qu'on sait qu'on a ce souci, il faut quand même surveiller parce que potentiellement il peut y avoir des conséquences qui peuvent être mortelles. Donc c'est pas quelque chose non plus à prendre à la légère. Donc ma cousine m'en a parlé comme elle savait qu'1 an avant j'avais eu le même problème, donc elle m'a juste demandé quel spécialiste j'étais allée voir, parce qu'elle était un peu perdue, elle savait pas trop quoi faire. Donc elle s'est dit, je vais demander à quelqu'un qui connaît. Et c'est là qu'elle m'a dit, j'en ai parlé à ma mère, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est, va pas voir un médecin, va voir un naturopathe. Et là, par contre, j'ai hurlé au téléphone. Alors, pas contre ma cousine, contre ma tante, mais j'ai hurlé au téléphone. J'ai dit, mais c'est grave, en fait. Surtout que ma mère est décédée après une longue maladie, donc quelques années avant. Mais là, mais elle t'a dit de pas aller voir un médecin. C'est un problème de santé qui potentiellement peut tuer. Je pense qu'aujourd'hui, ma tante se soigne uniquement avec des homéopathes ou de la naturopathie ou peu importe, tout sauf la médecine. Donc même si je suis très en colère contre elle, parce que ça, je vais pas le cacher, je suis très en colère contre elle, je suis aussi très inquiet. Parce que je sais que s'il lui arrive quelque chose, si elle a une maladie, elle ne se soignera pas correctement. Alors, elle aura l'impression de se soigner correctement, elle aura l'impression de faire les choses bien, ça je le nie pas, mais elle va pas se soigner correctement. Et malgré tout ce que je peux penser d'elle, tout ce qui a pu se passer, j'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose. Donc en plus, il y a l'inquiétude pour elle. J'ai pris la décision de couper réellement les ponts, aussi pour me protéger moi, parce que je savais que je pourrais plus avoir de discussion sur tout et n'importe quoi avec elle, avec ce que je savais. Et où je savais que si jamais on discutait, qu'on se voyait, j'allais devoir me restreindre dans ma façon de parler, de faire très attention à ce que j'allais dire, pour surtout pas lancer un sujet qu'il faut pas. Et du coup, parce que c'était plus simple, c'était, j'avoue, pour mon bien-être moral, psychique, de me dire, je veux pas avoir cette charge-là. C'est fini, quoi. Du côté de ma mère, j'ai plus personne. Voilà, c'est horrible. J'ai eu l'impression de reperdre ma mère encore une fois. Mais non, fallait que je me protège de tout, donc... Pendant la période des Gilets jaunes, du coup, ma tante a entendu parler de l'UPR. Vous connaissez l'UPR ? C'est l'Union populaire républicaine, un parti politique fondé par François Asselineau en 2007. Et elle m'a introduit à ce parti,
Et à l'époque, j'étais encore très anti-Union européenne. Et c'est un des partis qui n'aime pas spécifiquement l'Union européenne. Et puis, mais comme j'avais pas de colonne vertébrale politique à ce moment-là, donc j'étais encore très perméable au discours d'un peu tous les partis, en fait. Je pense que le premier parti que j'aurais rencontré, avec un sujet où j'étais d'accord, j'aurais plongé dedans, en fait, à ce moment-là. Mais du coup, elle m'a dit « Ah tiens, j'ai entendu parler de ce parti, tiens, je te donne le nom, tu devrais regarder. » Et après, c'est moi qui suis allée voir et qui suis tombée dedans. Mais j'en avais jamais entendu parler avant qu'elle m'en parle. Au début, c'était plutôt cool. Et puis, on parlait de plein de sujets. Et puis, c'était assez progressiste comme parti au début. Enfin, en tout cas, au niveau local, là où j'étais, c'était assez progressiste. À chaque fois qu'il y avait des sujets justement qui concernaient les LGBT, c'est à moi qu'on posait la question parce que je suis concernée. Donc, en fait, on essayait d'inclure les personnes concernées dans les discussions. Et c'était plutôt cool. Ça n'a pas duré, mais au début, c'était plutôt cool. Le parti milite pour une sortie de la zone euro, de l'Union européenne et de l'OTAN. L'UPR affiche également un tropisme pro-Kremlin et prône un anti-américanisme conspirationniste. Ceux qui se moquent de la grandeur de la France, de façon consciente ou inconsciente, ils agissent en fait pour donner tout pouvoir à l'empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington pour dominer l'univers. En 2013, par exemple, leur site suggère que la CIA est impliquée dans l'attentat du marathon de Boston. En 2014, le parti relaie une intox concernant le soutien que les États-Unis accorderaient en sous-main à l'organisation djihadiste État islamique. Pour l'UPR, le Dalai Lama serait, lui aussi, un agent américain. Ça n'a pas duré parce que très rapidement, en fait, la personne à la tête du parti s'est révélée presque un tyran, en fait. Aujourd'hui, avec le recul, j'ai pas d'autres mots. Hein. C'est lui qui prenait toutes les décisions. Au final, dès qu'on présentait des projets, c'était refusé au niveau national. Et puis, si on n'allait pas à fond dans le sens de la tête du parti, enfin même des cadres du parti, c'était pas bien. Je me suis rendu compte assez rapidement que, même si on avait beaucoup de discussions, on pouvait pas avoir de nuances. En février 2021, François Asselineau est mis en examen pour harcèlement moral et sexuel et agression sexuelle. Accusé par 2 anciens collaborateurs, il conteste ce qui lui est reproché. À la suite de cette affaire, certains cadres de l'UPR quittent le parti pour fonder Génération Frexit. Alors, au début, je me rendais pas compte que, en fait, la base du parti, c'est des propos complotistes, notamment sur l'histoire de l'Union européenne. C'est un parti qui fait partie de ceux qui racontent un peu de la merde à ce niveau-là. Mais moi, à ce moment-là, je faisais confiance aux têtes du parti. Je me disais, ce serait complètement con de mentir sur un sujet aussi facilement vérifiable. Donc pour moi, c'était vrai. C'est avec le recul que du coup, je suis allée vérifier ce qui avait été dit et que je me suis rendu compte que, non, c'était pas vrai. Donc déjà, la base même, en fait, était complotiste, mais à l'époque, je m'en rendais pas compte. Voici ce que raconte François Asselineau à ce sujet, ici dans une vidéo postée sur YouTube le 19 juin 2013. La personnalité essentielle à avoir conçu le maelstrom dans lequel les États d'Europe sont en train de s'enfoncer, c'est ce monsieur qui est un Allemand, qui s'appelait Walter Hallstein, qui est né en 1901 et qui est mort en 1982. Monsieur Walter Hallstein était professeur de droit en Allemagne. Il était un éminent juriste nazi. Dire que Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne entre 1958 et 1967, était un nazi, c'est une vieille rengaine des anti-Union européenne. Le but est de faire le lien entre la construction européenne et le projet nazi, et ainsi discréditer l'UE. Les tenants de cette théorie expliquent que Walter Hallstein a fait partie d'associations de juristes nazis. Or, dans le régime totalitaire imposé par Hitler en Allemagne dans les années 30, l'adhésion à ces associations était obligatoire. Ces affirmations ont été largement débunkées par la journaliste Aude Favre dans une vidéo consacrée sur YouTube. Alors, il se trouve que du coup, quand je faisais partie de l'UPR au début,
j'ai rencontré une personne qui a fini par devenir un de mes voisins. Et c'est en partie grâce à lui que j'ai réussi à trouver l'appartement dans lequel j'habite. Lui est parti beaucoup plus loin que même que ma tante. Je crois que lui, il est toujours dans ces mouvements-là. Maintenant, les propos qu'il disait à l'époque et qui me choquent aujourd'hui, je tenais les mêmes. Donc, puis pendant le Covid-19, pareil, il avait été pro-Raoult, pro-hydroxychloroquine, parce que par rapport toujours au Covid-19, on a eu de la chance, on a eu rapidement des vaccins. Mais voilà, je les ai faits, mais lui, dès le début, ça a été ah non, mais je le ferai pas. Parce que c'est pas normal qu'on ait des vaccins, puis c'est des vaccins bizarres, je le ferai pas. Mais il est pas anti-vax, hein. Il est que anti-vaccin ARN messager contre le Covid. Et puis à me dire que oui, il a entendu qu'il y avait plein d'effets secondaires, et puis qu'ils étaient dangereux, tout ça. Du coup, après ça, alors j'étais un peu plus tranquille, on va dire, avec lui, tout ce qui concernait le Covid, parce que y a eu l'invasion en Ukraine. Partout, des explosions retentissent. Les Ukrainiens sont sous le feu des bombardements russes. Là, il a commencé sur Facebook à partager beaucoup de choses anti-Ukraine. Il y a même, je me rappelle d'une discussion qu'on a eue où il m'a dit que, en fait, c'était très bien que Poutine attaque l'Ukraine, parce qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, que faudrait que Poutine aille plus loin, en fait. D'ailleurs, qu'il se contente pas que de l'Ukraine, parce que, alors, il sait qu'il faut dénazifier l'Ukraine parce qu'il a regardé 30 heures de vidéos sur YouTube, donc il connaît l'histoire de l'Ukraine. Le fait d'avoir encore des contacts avec ce voisin, ça m'apporte beaucoup de stress, parce que j'ai peur de le croiser. À chaque fois, je me dis, et si la discussion part sur la politique, ou sur la géopolitique, ou sur la santé, est-ce que je vais réussir à garder mon sang-froid, ou est-ce que je vais, faut pas forcément m'énerver, mais est-ce que je vais aller contre lui? Alors, j'ai déjà essayé au tout début, et en fait, vu qu'il s'énervait très facilement, j'ai dit bon, maintenant je ne prends plus de risques, parce que s'il m'a aidé à avoir l'appartement, je pense qu'il peut faire en sorte que je ne l'ai plus. Et ça a eu des effets même sur ma santé physique, parce que du fait de mon trouble psy, je gère pas du tout le stress. C'est vraiment quelque chose qui est horrible. Et puis même au niveau mental, c'est à chaque fois que que je me sens mieux moralement, mentalement, et que j'arrive de nouveau à sortir de chez moi, parce que c'est quelque chose qui, du fait de mon trouble, c'est quelque chose qui est très compliqué, qui me demande beaucoup d'efforts de sortir de chez moi sans faire une crise de panique. En fait, à chaque fois que je le croise, j'ai tout le stress qui revient, et je suis de nouveau à me dire, en fait, je vais juste m'enfermer chez moi, je vais juste plus sortir, et je recommence. Et je suis obligée de repasser plusieurs mois à stresser dès que je sors de chez moi, à refaire des crises, et avant de nouveau réussir à sortir sans paniquer dès que je mets un pied en dehors de l'appartement. Dans mon appartement, ça va, parce que j'ai la porte verrouillée, mais dans l'immeuble, c'est horrible de ne pas être en sécurité, de ne pas se sentir en sécurité chez soi, en fait. Il y a autre chose aussi, c'est que comme quand je l'ai rencontré, j'étais encore dans le même milieu que lui, mais que moi j'en suis sortie, mais que j'ai eu du mal à m'en sortir. C'est très compliqué de se sortir du complotisme et de mouvements où il y a un peu une emprise mentale, parce que moi j'estime que dans les mouvements comme les PR, il y a une emprise mentale. À partir du moment où on ne peut pas contredire ce que la tête dit,
et que si tu contredis ou que tu montres des signes comme quoi t'es pas tout d'accord, tu t'en prends plein la tronche, mais quand t'es d'accord, il y a plein d'amour, pour moi ça fait partie de l'emprise mentale. Donc c'est très dur de se sortir de ça, et moi au fur et à mesure je le vois sombrer de plus en plus loin, et je peux pas l'aider parce que je viens juste de m'en sortir, je suis en train de me reconstruire et tout ça. Donc en plus je culpabilise. Parce que je me dis, mais si ça se trouve, en fait, il a juste personne comme moi j'ai pu renouer contact avec des gens qui m'ont aussi aidé à complètement me sortir du complotisme. Il y a une période où j'en ai relayé. Ne serait-ce que la théorie qui dit que l'Union européenne a été fondée par un nazi. Je l'ai relayé, c'est pas je crois avoir dit des trucs faux. Non, je l'ai relayé. Donc en plus j'ai la honte et c'est peut-être horrible à dire, mais j'ai honte de qui j'étais. J'ai honte de ce que j'ai pu dire. Parce que oui, j'ai à un moment donné relayé des théories complotistes. Alors pour moi c'était des choses vraies. À cette époque-là, je n'avais pas conscience que c'était complotiste. Mais maintenant, je m'en rends compte. Donc, et je me dis aussi, par rapport à ma tante, par rapport à mon voisin, peut-être qu'un jour, alors peut-être qu'ils n'en sortiront jamais. Je leur souhaite d'en sortir un jour. Peut-être qu'ils n'en sortiront jamais, mais aussi le jour où ils vont vouloir en sortir. S'ils ont personne pour les aider, pour être là de l'autre côté, tout ça, mais ça va juste être horrible pour eux. Et c'est des personnes que j'apprécie. J'ai aussi peur pour eux. Parce que je me dis, mais ils vont peut-être pas s'en sortir. Ils vont peut-être vouloir s'en sortir à un moment donné, mais avoir personne qui les attend. Et ça rejoint un peu la culpabilité que moi, je sais que j'ai pas forcément... Alors avec ma tante, oui, mais avec mon voisin, j'aurais pas forcément la patience de rester jusqu'au bout, jusqu'à ce que peut-être dans 10 ans, ils décident d'en sortir. Parce que moi, il faut que je me reconstruise derrière. Je me dis que j'ai peut-être convaincu quelqu'un. Et j'ai peut-être fait sombrer quelqu'un d'autre. C'est aussi pour ça que j'ai accepté de participer à ce podcast, parce que j'ai peut-être convaincu quelqu'un et j'ai peut-être fait tomber quelqu'un dans le complotisme. Donc si mon témoignage peut servir à sortir au moins une personne, ce sera déjà ça, en fait. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci encore à Manon pour son témoignage. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Perrine Bontemps, avec l'aide de Victor Moutin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître. Si vous souhaitez nous raconter votre histoire, vous pouvez nous écrire dans le formulaire de contact qui se trouve sur notre site conspiracywatch.info ou par mail. Merci pour votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau témoignage. Vous avez entendu les voix de Ghislain Coutard et d'Alain Soral, ainsi que des extraits d'Envoyé spécial sur France 2, d'une allocution télévisée d'Édouard Philippe, d'Éric Zemmour sur CNews, de la bande-annonce d'Hold Up, d'une chanson militante de l'UPR, d'une vidéo YouTube de François Asselineau, ainsi que d'un reportage en Ukraine de BFM TV.